là-dessus, je me dis, tiens, c'est pas la première fois que je vois cette appellation Lone Wolf, donc loup solitaire. En effet, c'est pas la première fois puisque James Holmes, qui était responsable du meurtre, de la tuerie de 12 personnes dans un cinéma, pareil, avait été appelé par les médias Lone Wolf. Dylan Roof également, qui lui, peut-être c'est un peu plus récent, ça va peut-être sûrement plus te parler, suprémaciste blanc qui avait tué 9 personnes dans une église à Charleston, 9 personnes noires avec des revendications racistes, fortement postées et revendiquées sur ses réseaux sociaux. Et de Québec, on a Alexandre Bissonnette. Donc au Québec, nous n'avons pas l'appellation Lone Wolf parce que nous sommes très respectueux de la langue française. Mais cette semaine, justement, l'annonce est sortie qu'Alexandre Bissonnette ne serait pas poursuivi pour terrorisme. Donc seulement pour meurtre. Avec préméditation, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, il ne sera pas poursuivi pour terrorisme. Donc là, ça commence à faire pas mal de personnes qui rentrent dans la catégorie Lone Wolf et qui ne se voient pas considérés comme terroristes, ni leurs actes comme ayant été un acte de terrorisme. Donc je me dis, bon bah on va aller, on va remettre le tout en contexte, on va aller regarder, c'est quoi la définition du terrorisme, qu'est-ce qui fait que eux ils y échappent et que d'autres n'y échappent pas, parce que tout ça, ça me paraît un peu, ça me paraît un peu vague. D'où le titre. Terroriste qui le mérite. Alors, clairement, la définition, Cyril, parce que je l'ai recopiée telle quelle, qu'on ne dise pas que j'ai fait une lecture personnelle, la définition qui est donnée du terrorisme, c'est, ouvrez les guillemets, acte violent commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Fermez les guillemets. Donc je lis, je relis, je re-relis la définition, je me dis, on n'a pas encore fini l'enquête qui est faite sur Stephen Paddock, mais je suis pratiquement sûre que par exemple Dylan Roof, le suprémaciste blanc qui avait de lui-même déclaré aux journalistes, parce qu'il a été pris vivant par la police, il n'a pas été tué, le chanceux, qui a déclaré aux journalistes qu'il voulait déclencher une guerre raciale, qui a plusieurs photos de lui avec les drapeaux de confédération brûlant les autres drapeaux, enfin l'autre drapeau, le drapeau américain, qui poste des photos de lui et des propos racistes, qui ouvre le feu dans une église remplie de personnes noires, tue spécifiquement 9 personnes noires en déclarant qu'il voulait commettre et déclarer une guerre raciale. Tu sais, je redis la définition du terrorisme. Et tu dis, il y a quelque chose qui va pas. Ça colle pas. Ça colle avec actes violents, ça colle avec climat d'insécurité, chantage, haine à l'égard d'une communauté, tout correspond. Et pourtant, de mettre de la terreur. Exactement. Et pourtant, Dylan Roof, tout comme ses compatriotes, est un lone wolf, n'est pas un terroriste, n'a pas été poursuivi pour terrorisme. C'est marrant ça. Il y a des définitions qui sautent certaines personnes. Je me demande quels sont leurs points communs entre Dylan Roof, Alexandre Bissonnette, James Holmes, également la tuerie à Orlando l'année dernière, dans un club gay. Ils avaient mis du temps à utiliser le terme terroriste. Je crois qu'ils avaient mis plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant que le terme terroriste sorte. Ça aussi, le temps entre les médias qui déclarent que c'est terroriste ou non est très intéressant. Mais du coup, le seul point commun entre tous ces hommes, c'est que ils sont blancs. Et là, ton cerveau... Et là, mon cerveau se fait... tiens, comme c'est intéressant. D'autant plus que cette semaine, on a eu également le cas d'un jeune Somalien qui a attaqué et blessé grièvement 2 policiers, si je ne dis pas de bêtises. À revérifier s'il a blessé un et puis... Mais en tout cas, il y a eu cette affaire-là, donc un jeune homme somalien qui, avant toute enquête policière, avant même qu'on connaisse son nom, les médias avaient, et la piste privilégiée par les forces de l'ordre avait été directement celle du terrorisme. Donc dans ce cas-ci, il n'y avait même pas eu de doute sur la question. C'est un jeune Somalien, c'est QFD, forcément il appartient à une cellule terroriste. Là, tout d'un coup, Lone Wolf n'est pas une possibilité dans son cas précis. Et c'est là que du coup, je commence à regarder la couverture médiatique. Et il y a d'autres choses qui frappent. Tout d'abord, Stephen Paddock, donc le responsable de la tuerie de Las Vegas, a été décrit par le Washington Post, qui le lendemain fait un article, comme, attention c'est le titre, un grand-père tranquille qui aimait le poker et la country music. Fin du titre. Donc le responsable du mass shooting le plus meurtrier de l'histoire moderne des États-Unis apparemment a un portrait dans le Washington Post qui fait de lui un gentil vieux monsieur qui aimait jouer aux cartes et qui aimait écouter de la musique country. Donc on a une forme d'humanisation qui est faite par la couverture médiatique de cet homme qui disparaît complètement dès qu'il ne s'agit pas d'une personne blanche et américaine. Cette
cette humanisation du responsable de la tuerie touche pareil Dylan Roof, touche également James Holmes, c'est-à-dire qu'on en fait des personnes qui certes ont eu peut-être un accès de folie. Il y a ça aussi qui est apporté par les médias. Ils sont seuls. Ce sont des êtres humains. Regardez, ils aiment la country music. C'est de bons voisins. C'est de gentils grands-pères. Ils jouent aux cartes. Ou alors, ils avaient peut-être un problème mental. Ça aussi, la maladie mentale, c'est tout de suite abordé par la couverture médiatique, ce qui n'est jamais proposé dans les cas où la personne ne fait pas partie des chanceux, c'est-à-dire n'est pas blanche. Le président Trump l'a dit. Exact. Et j'allais en venir. Ah, ok. J'allais en venir. Pour montrer à quel point il y a une... Et finalement, c'est ce qui me permet de conclure, il y a une véritable réticence à admettre et à parler de terrorisme des suprémacistes blancs. C'est-à-dire que Trump, par exemple, a tweeté mes plus sincères condoléances aux familles des victimes, warmest condoléances, warmest feelings. Donc quelque chose d'assez sobre, très éloigné de ce que nous offre généralement le Cheerios que représente Trump. Par contre, lorsqu'il y avait eu l'attaque dans le métro de Londres, la première chose qu'il avait tweeté, c'était « loser terroriste » et ensuite, il les avait insultés de tous les noms, puis parce qu'ils avaient été reconnus comme appartenant à la religion musulmane, puis il avait du coup utilisé ce prétexte pour argumenter, pour passer son plan de bannissement de ces populations des États-Unis. Donc là, tout de suite, comme tu vois, Cyril, si jamais tu fais partie d'une certaine communauté et que tu commets un crime meurtrier, donc quand tu commets un meurtre, quand tu commets un crime de cette ampleur, c'est toute ta communauté qui est jugée. C'est toute ta communauté qui est passée au banc, que ce soit au niveau des politiques, mais également au niveau de la couverture médiatique. En revanche, si tu fais partie des chanceux qui ont la peau blanche, qui en plus ont de la bonne nationalité, on t'humanise dans les médias, soit on te considère comme lone wolf, soit, je pense d'ailleurs que les loups devraient porter plainte parce que moi, je serais très vexée de voir avec qui on m'associe. Soit même, on te dit, bon, peut-être qu'il avait quand même un problème de maladie mentale, donc quelque chose qu'apparemment les personnes de racisées ne peuvent pas souffrir. On est à l'abri de ce type de problème. Et surtout, on te désolidarise de toute ta communauté. Donc, on ne va pas demander des comptes à la communauté blanche. On ne va pas dire aux blancs, désolidarisez-vous de l'acte qui a été commis. Et lorsqu'on regarde, et ça devient pire finalement, puisque toute cette histoire m'a fait me demander, mais finalement, puisqu'on ne leur donne jamais le titre de terroriste, allons regarder dans l'histoire depuis 2001, donc le fameux 11 septembre, qui a commis le plus de mass shooting aux États-Unis, voire qui a commis le plus d'actes terroristes intérieurs. Terroristes, c'est-à-dire lorsque vous êtes résident et de nationalité de ce pays et que vous commettez un crime terroriste au sein de votre nation, d'accord? C'est le terrorisme d'intérieur, domestique aussi selon les pays où vous vous trouvez. Bref, donc du coup, je vais regarder un petit peu les statistiques et là, grande découverte, malgré toute la couverture médiatique qui semble accorder le terrorisme que pour certaines populations, depuis 2001, on se rend compte que les Blancs, souvent suprémacistes, extrémistes blancs, donc se revendiquant d'une idéologie précise, sont responsables de 73% de mass shooting et de crimes pouvant être catégorisés comme terroristes, contre 23% de ceux se revendiquant du radicalisme islamiste. C'est énorme la différence entre les deux. Il y a également plusieurs études qui ont été faites ces dernières années, que ce soit aux États-Unis, mais également au Canada, et également en Europe, qui ont démontré que finalement, il y a un risque beaucoup plus élevé que les personnes se revendiquant d'une idéologie suprémaciste blanche commettent un crime en lien avec leur idéologie. Beaucoup plus élevé qu'une personne se revendiquant d'une idéologie radicaliste islamiste puisse commettre un crime en rapport avec son idéologie. Non seulement ces études démontrent qu'il y a un beaucoup plus grand risque de ces personnes-là, donc l'idéologie suprémaciste blanche, mais malgré ces études-ci, on constate que pour la sécurité du territoire des États-Unis, Homeland Security, pour les services dont c'est le boulot de surveiller ce genre de choses, ils considèrent toujours comme n'étant pas un risque étant un risque minoritaire. C'est-à-dire que pour eux, le risque lié à l'islam serait le risque majeur de crimes commis, enfin de terrorisme possible, de menaces terroristes au sein du pays des États-Unis, à l'intérieur des frontières, comparé au risque que pourrait commettre un blanc suprémaciste blanc. D'accord? Donc, la différence entre les faits et la perception qu'on en a est énorme.
Et la différence entre les faits et la couverture médiatique qui est donnée est également énorme. Pour revenir dans le cas du Québec avec Alexandre Bissonnette, ce qui a été dit, c'est on ne va pas le poursuivre pour terrorisme parce que de toute façon, ça ne ferait que multiplier les peines. S'il tombe ne serait-ce que pour un seul de ces meurtres, il l'aura à perpétuité, ça ne sert à rien. Dans la logique juridique, l'avocat a un argument. Ça ne sert à rien, de toute façon, ça va juste multiplier une peine. Au final, il va passer sa vie en prison. Il va avoir le plus de peine possible. Ok, mais comme je le dis toujours, il y a un contexte à prendre en compte. Le fait est que dans ce cas-ci, vous ne reconnaissiez pas l'acte terroriste a un sens. Parce que dans d'autres cas, il aurait été complètement irrecevable, inconcevable pour la population qu'on ne puisse pas dire « Non mais attendez, c'est un cas de terrorisme ». Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que vous réduisez le terrorisme à certaines communautés. Vous réduisez les actes, la menace terroriste aux Noirs, aux racisés, à une religion spécifique, l'islam, comme si c'était les seuls qui pouvaient passer à l'acte. Et surtout, dans l'histoire du terrorisme, ceux qui étaient le responsable du plus grand nombre de victimes. Alors que lorsqu'on regarde les études, c'est tout le contraire. Et non seulement c'est tout le contraire, mais ça a un impact sur les politiques que l'on prend. Et ça a un impact également sur la manière dont on perçoit et dont on surveille ces communautés. Parce que du coup, ce sont les personnes qui sont le moins à risque de commettre ces meurtres et d'être responsables de ces mass shootings, de ces actes, aussi de ces actes terroristes, qui se retrouvent à être constamment surveillés, soit à constamment devoir rendre des comptes, tandis que ceux qui sont les plus à même de passer à l'acte ont le droit de se balader, de circuler autant qu'ils veulent, d'acheter les armes qu'ils veulent, ne sont pas surveillés et donc commettent ce qui s'est passé donc à Las Vegas, le fameux shooting de 58 morts, et il est toujours considéré comme un lone wolf. Donc le fait que je me suis dit, bon, on va en faire une petite chronique. Pour venir à ma conclusion, la blanchité, c'est encore une fois un fort privilège qui vous permet en fait de ne pas être considéré, de passer entre les mailles du système juridique et surtout de passer entre les gouttes. C'est-à-dire que même si vous commettez un crime extrêmement grave, on continuera à vous considérer comme un être humain, à vous défendre et surtout on n'ira pas demander des comptes à votre communauté. Et c'est ce qui fait que non seulement c'est un privilège qui vous permet d'éviter d'être appelé ou considéré comme terroriste ou possible terroriste, mais aussi qui vous permet d'être attrapé vivant par la police, ce qui n'aurait pas été le cas si vous n'étiez pas blanc. Mais en plus, c'est un privilège qui fait que lorsque ce type de tragédie se survient, vous ne regardez pas les médias en retenant votre souffle, en vous disant faites que ce ne soit pas quelqu'un de ma communauté, faites que ce soit pas... Parce que vous savez que le backlash va être énorme envers votre communauté. Donc à l'avance, vous avez le nœud au ventre en vous disant faites que ce soit pas un des nôtres. Parce qu'on n'a pas ce privilège-là d'être désolidarisé de ceux qui commettent ces crimes. Donc encore une fois, à crimes égaux, le juge et les médias vont d'abord regarder votre couleur de peau, votre nationalité, votre appartenance religieuse, avant de vous donner votre peine ou avant de vous décerner le titre de terroriste. Et clairement, lorsque vous êtes blanc, vous ne risquez pas trop de vous retrouver avec le stigmate à vie du terrorisme ou du terrorisme potentiel. Ça, c'était quoi le titre? Qui mérite le titre, n'est-ce pas? Il y a une donnée que tu ne mets pas dans du moins que tu ne mets pas en avant. Est-ce que tu ne penses pas à un moment donné qu'il y a un basculement dans le langage médiatique? Ou le langage des médias. Je dis pourquoi, parce que, d'accord, toi tu n'étais pas encore né, j'étais encore haut comme ça, les Brigades Rouges. Ça c'est l'Italie, les Brigades Rouges, oui. On parle de terroristes. L'IRA, les médias parlent de terrorisme. Je connais plutôt. Action directe en France. Les médias parlent de terroristes d'emblée, dès qu'ils mettent leurs actions. Est-ce que c'est pas après qu'il y a le basculement, en fait je ne sais pas si... Moi, je considère que le basculement a eu lieu au moment du 11 septembre. Qui a été dans l'histoire, notamment ce qui est très intéressant dans l'histoire médiatique, il y a eu un avant et un après le 11 septembre, parce que le 11 septembre a été filmé en direct. Ce qui a été l'un des premiers, la seule, il me semble, cas d'un attentat que l'on filme et qui est diffusé non seulement en live mais dans le monde entier. On était arrivé à l'âge médiatique où tout le monde avait accès à ce moment-là. Moi, j'étais en Guadeloupe, je l'ai vu. Je l'ai vu en live également. En France, tout le monde l'a vu. Donc, non seulement il y a eu un basculement, mais il y a eu aussi un basculement dans la conception qu'on avait des populations. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études aussi qui ont montré comment
les personnes racisées qu'on appelle aux États-Unis brown bodies, donc not the black, pas les corps noirs, mais en français on dit pas corps marron. Non. Donc je ne saurais pas comment le traduire en français, mais the dans brown, le brown bodies, ça voilà. les basanés, du moins. En français on pourrait dire basané, mais aux États-Unis c'est comme un langage très péjoratif, mais on dit basané. Il me semble qu'en français c'est comme ça qu'on traduirait les femmes qui portent le foulard et après le 11 septembre. Pour ne pas dire arabe ou proche-orientale. Exactement. Tous les regards sont tournés et les accusations ont commencé à porter. Et le terrorisme est devenu synonyme de brown bodies, comme s'ils étaient les seuls, à partir du 11 septembre, comme si c'était les seuls capables de même qu'il y a eu aussi par rapport à l'islam, il y a eu une diabolisation de l'islam. Tout d'un coup, l'islam est devenu la religion la plus violente, la religion la plus diabolique, celle qui pousse et il y a énormément aussi de personnes qui disent, bon là, de base, le Coran a des passages très violents, alors que, en comparaison, la Bible, enfin, il y avait des études qui montraient que la Bible en avait plus des passages qui appelaient à prendre les armes. Il n'y a aucun texte religieux qui n'a pas de passage qui pousse à prendre les armes pour défendre. Donc, après le 11 septembre, il y a une diabolisation également de la religion musulmane, de l'islam, du Coran, des brown bodies. Et tout ça a fait que ça a développé un imaginaire fortement, ils ont développé un imaginaire fortement associé au terrorisme. C'est-à-dire que le terrorisme est venu cibler spécifiquement cette communauté. Et du coup, ce qui est aussi très dangereux avec ces discours-là, c'est que les médias, et c'est ce qui m'a choqué le plus, c'est ce qui choque le plus systématiquement, c'est que les médias vont aller beaucoup plus vite que les enquêtes, que les policiers, que parfois même les réseaux sociaux, alors qu'on n'a aucune information à partir du moment où on a un doute sur l'appartenance raciale, religieuse de celui qui a commis le crime, qu'on sache ou non si c'est bien lui ou pas, s'il est affilié ou pas, le mot terroriste sort. Tandis qu'il y a une véritable pudeur à utiliser le mot terroriste lorsqu'il s'agit de personnes blanches de nationalité américaine. Et donc, ça montre en fait vraiment ce deux poids, deux mesures, cette dichotomie. Parce que lorsqu'il y a soupçon de terrorisme, le traitement que subit ensuite votre entourage, votre famille, vos amis et votre communauté, c'est invivable, c'est de la violence à l'état pur. Il y a rien, bien sûr qu'il y a bien pire, mais c'est extraordinairement violent de voir tout ce qui est associé au mot terroriste, surtout au sein des États-Unis avec l'histoire qu'ils ont eue avec le 11 septembre. J'ai du mal à utiliser mes mots pour décrire la violence qui est associée à cela. Mais en fait, lorsque vous priez pour que ce ne soit pas une personne de votre communauté qui ait fait l'acte, c'est parce que vous savez déjà qu'après... Que vous allez être indexé tout de suite. Le backlash, même au niveau gouvernemental, c'est-à-dire en fonction de la personne qui a commis le crime, tout d'un coup, on a des propositions on va resserrer la sécurité, on va envoyer l'armée, on va enlever on va défendre les droits. Macron a tweeté... de tout cœur avec les Américains qui ont subi la violence contemporaine. La violence contemporaine. Est-ce qu'il aurait utilisé le mot violence contemporaine si on avait prouvé que c'était une personne immigrée qui venait d'un pays, comme tu as dit, moyen-oriental, et qu'il s'était revendiqué directement d'une cellule terroriste? Non! Probablement pas. Il aurait dit face au terrorisme, mais là, c'est violence contemporaine. Là, on va nous chercher tous les synonymes du monde, et même ceux qui n'ont aucune logique. C'est violence contemporaine. C'est un nouveau... Apparemment, c'est un concept sociologique que je ne connaissais pas. Un macronisme. Mais bon, Macron est doué pour ça. En tout cas, violence contemporaine. Puis tout d'un coup, le débat est resté ciblé autour également du contrôle des armes, qui est aussi un débat très important aux États-Unis. Que le président a évité. Que le président a évité. Et puis, personne ne s'est dit, mais... le mot terroriste, il manque là dans le débat. Parce que s'il avait été d'une autre couleur de peau, d'une autre nationalité, le mot terroriste, on l'aurait vu fleurir partout. Le procès, il aurait été fait avant même qu'il y ait procès. C'est ça qui est fort avec ce mot-là. Alors, vous avez la chronique. Elle vous est proposée. Terroriste, qui mérite le titre. Jade vous a ouvert des pistes. Allez-y, faites tirez-en vos propres conclusions. On ferme la chronique, Jade, et puis on va revenir sur ta chronique de la semaine dernière. Avec plaisir. 2-3 commentaires là-dessus.